Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie réaliste à l'usage des classes de terminale et plus. Attention, les dissertations ne sont pas faites simplement pour être copiées telles quelles, mais plutôt pour donner des idées et faire sa propre dissertation à partir de l'observation du réel. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un thème de philosophie politique. Est-ce que le plaisir est le moteur de l'histoire? En fait, un tel sujet pourrait être formulé autrement. En effet, l'histoire de l'homme, c'est tout simplement l'action des hommes qui, dans le temps, produit des effets. Et donc, il pourrait être formulé de la façon suivante. Est-ce que le moteur de l'homme, de l'humanité, c'est le plaisir? Je voudrais par un exemple montrer la complexité et l'intérêt de ce sujet. Je me rappelle quand j'étais jeune, souvent il y avait des gens qui analysaient la guerre 14, qui l'analysaient en termes durement marxistes et qui disaient de toute façon c'est une guerre des riches, des entrepreneurs pour s'enrichir. Le but était exclusivement de s'enrichir. Donc on pourrait dire que pour cette analyse-là, le moteur de l'histoire c'était l'argent. Seulement, en réfléchissant un peu plus tard, je me suis dit que c'était étonnant, parce que c'était justement dans les milieux de ces gens riches, de ces bourgeois, qu'étaient sortis les officiers de terrain, les lieutenants, les capitaines, et que c'était là qu'il y avait eu le plus de morts. Donc, si la guerre 14 avait été motivée uniquement par l'argent, ça aurait voulu dire que ces hommes-là, ces parents, aimaient plus l'argent que leurs propres enfants. On voit à quel point donc le sujet est complexe et qu'il faut en effet connaître ce que c'est que l'homme pour pouvoir définir ce que c'est que le moteur de l'histoire. Alors pour traiter ce sujet, il y aura 3 parties. Je dirais que je le traiterai sous forme de thèse, ça veut dire ceux qui disent que le moteur de l'histoire c'est le plaisir, c'est le moteur de l'humanité, le moteur exclusif. Une antithèse, ceux qui disent l'inverse. Et comme 3e partie, une recherche de la vérité, qui ne sera pas une synthèse, parce que la vérité n'est pas la synthèse de 2 excès. La vérité, c'est de se confronter au réel de ce que c'est que l'homme, et de chercher une solution qui rende compte de la réalité. Donc je disais que l'histoire, finalement, ce n'est rien d'autre que la somme de toutes les actions humaines. Et les actions humaines qui sont elles-mêmes finalisées par ce qui intéresse l'homme. Donc, si on veut comprendre l'histoire de l'homme, eh bien il faut comprendre quel est le moteur fondamental dans la vie humaine. Par exemple, si on regarde, je ne sais pas, l'histoire des crocodiles, ça n'a pas tellement de rapport, il n'y a pas de culture, mais si on regarde l'histoire des crocodiles et qu'on veut comprendre leur comportement, eh bien il faut chercher la finalité de leur vie, qui est évidemment leur survie individuelle, et puis leur reproduction, la survie de l'espèce, les choses étant établies selon leur nature. Si donc on veut se demander si le moteur de l'histoire c'est le plaisir et exclusivement le plaisir, il faut chercher un philosophe qui aurait dit que le moteur du comportement humain c'est le plaisir et exclusivement le plaisir. Eh bien, il y en a un, c'est Sigmund Freud. Freud est un médecin allemand du XIXe siècle, qui mourra au XXe siècle, et qui, dans sa spécialité, à savoir la psychiatrie, le comportement humain, est confronté à des malades. Et il constate que ces malades, très souvent, sont exclusivement, je dirais, obsédés par le sexe. Il faut dire que les malades mentaux, très souvent, n'ont plus, je dirais, de surmoi. Ça veut dire un comportement extérieur qui est caché par une apparence. Ils sont nature, comme ça, parce qu'il n'y a pas de honte dans leur comportement. Ainsi, ils constatent l'importance, pour l'être humain, pour ces malades-là, de la sexualité. Et à partir de là, il va essayer de comprendre le comportement humain en général. C'est là qu'il va établir sa théorie psychanalytique de ce que c'est que l'être humain. Et pour lui, l'être humain, au départ, il n'est pas neutre.
quand il sort du ventre de sa mère, il possède en lui une énergie vitale, puissante, qui est, je dirais, le moteur de tous ses actes, qui s'appelle la recherche du plaisir. Il appelle ça la libido, parce que ce plaisir, il est sexuel, fondamentalement. Ça veut dire que ce petit enfant se pose dès le départ dans le rapport à sa mère, qui l'entoure de sa tendresse, qui le protège. Et le père qui vient là, qui vient abîmer la relation qu'il avait déjà établie dans le ventre, le père est un petit peu le gêneur. D'ailleurs, très vite, c'est le père qui va amener l'autorité, la tenue, c'est-à-dire un comportement extérieur qui ne fait pas n'importe quoi. On n'accepte pas qu'un enfant exprime tout le temps son désir de plaisir. Et donc il va lui mettre des règles, et l'enfant va bien devoir avaler dans son inconscient toute cette énergie qui ne cherche qu'une seule chose, son plaisir. Il va donc développer des complexes, et quelque part inconsciemment en lui, ce père est un ennemi. Pour devenir adulte, il faut dire, dit Freud, qu'il va devoir tuer inconsciemment cette autorité du père pour prendre sa propre autorité. Et comme ça, il pourra, en quelque sorte, épouser sa mère. Évidemment, pour Freud, tout ça est inconscient, mais ça se traduit consciemment par le fait que l'enfant va montrer à sa mère comme il est quelqu'un de puissant, comme elle peut être fière de lui, qu'il a vraiment établi, je dirais, sa force de caractère. Et donc, pour Sigmund Freud, tout le comportement conscient de l'homme n'est en fait que la manifestation de ce moteur caché, inconscient, parce que l'adulte l'a très profondément enfoui en lui sous le coup de l'éducation, du surmoi. Et donc un adulte, c'est tout simplement le rapport dialectique de lutte entre sa libido, qui cherchait le plaisir, et le surmoi, qui a rendu ça inconscient. Si bien que tous les actes actuels, même manqués, rappellent cela. Par exemple, si un enfant passe des journées et des journées à travailler pour obtenir un bon métier, c'est en fait tout simplement parce qu'il veut que sa mère soit fière de lui. Évidemment, Freud parle ici des garçons. Pour les filles, il a une toute autre analyse. Le fait qu'elles découvrent qu'il leur manque un organe, qu'elles n'ont pas de sexe, profondément les traumatise, si bien qu'elles se replient sur elles-mêmes. Et elles seront épanouies lorsqu'elles auront développé, d'après Freud, un organe sexuel de substitution. Il y a toute une analyse, par exemple, chez Françoise Dolto, sur les gestes des danseuses dans la danse classique, qui dit que quand une danseuse est dans son art, qu'elle a vraiment épanoui complètement son art, eh bien ces gestes des bras et des jambes sont en fait des phallus de substitution. Ces phallus qui lui donnent son équilibre. Elle est bien dans sa peau parce qu'elle est devenue, quelque part, un garçon. Alors évidemment, une telle analyse, qui remet tout dans l'inconscient et qui peut tout expliquer, a été contestée par des philosophes, mais aussi par des gens qui passaient en psychanalyse pour se faire soigner. Eh bien la réponse était systématiquement cela. C'est votre surmoi qui nie ces choses-là. Si vous faites une analyse et que vous découvrez que tout votre comportement vient de votre libido et de la recherche du plaisir, alors vous vous connaîtrez vous-même et vous serez libéré par la vérité. Évidemment, dans cette analyse-là, puisque l'histoire est la somme des comportements des individus, eh bien, le moteur de l'histoire, pour Freud, c'est le plaisir, évidemment, et c'est ce plaisir sexué, avec tout l'inconscient dans l'être humain. Il y a donc toute une analyse de l'histoire d'ordre psychanalytique, qui va être faite, par exemple, chez Freud, en analysant des textes bibliques, mais aussi des choses plus récentes dans l'histoire humaine. Par exemple, les grands conquérants comme Napoléon, c'est évident pour Freud. Ils veulent manifester à leur mère leur grandeur paternelle, et aussi à leurs femmes. Cette admiration des peuples pour un homme comme Napoléon, et le mépris qu'ils ont au contraire pour quelqu'un de dévirilisé comme Louis XVI, eh bien, c'est phallique. Ça veut dire que l'homme viril s'identifie à un chef militaire dont le membre viril, c'est le fusil, qui peut tuer autrui, qui peut le dominer par sa puissance. Et donc, on le voit bien, dans l'analyse freudienne, tout sera systématiquement analysé par cette recherche de la libido, à savoir un plaisir sexué, mais aussi ce rapport au père, à la mère. Et ça marche en apparence. Il suffit de parler avec un psychanalyste de la pure école, il arrivera à tout expliquer.
Et si on conteste en disant mais il y a d'autres motifs, c'est ce que fit l'un des disciples de Freud, appelé Carl Gustav Jung, qui disait que dans l'être humain, il y avait bien d'autres moteurs. Eh bien, la personne répondra, le psychanalyste répondra, encore une fois, c'est parce que votre surmoi nie cet inconscient libidineux qui est le moteur de l'action humaine. Le problème, dans cette première partie, c'est que si on fait l'analyse de l'histoire, par exemple en décidant que tout le comportement humain et l'histoire entière, c'est pour manger. C'est pour manger, tout simplement, trouver de la nourriture, ne pas mourir de faim. Eh bien, on pourra obtenir la même démonstration que dans le freudisme. Et si quelqu'un dit que Napoléon n'a pas fait la guerre pour amener à la France et à lui-même qu'avait eu faim dans sa jeunesse, lorsqu'il avait dû fuir la Corse, etc., amener une sécurité matérielle, de l'argent qui permet de toujours manger, eh bien, on pourrait lui répondre, c'est votre inconscient, votre surmoi qui nie ce besoin fondamental de manger. Ça veut dire en fait que n'importe quelle analyse de ce genre, en se réfugiant dans l'inconscient, peut être justifiée, je dirais, de toutes les façons possibles. D'ailleurs, pour bien montrer ce côté limité de l'analyse de Freud, qui en fait est une idéologie, ça veut dire que quelque chose qui est réel, il l'exalte au point d'en faire l'analyse totale de l'être humain. Eh bien, il suffit de prendre une analyse opposée totalement à Freud et qui, elle aussi, prétend expliquer l'histoire par un moteur. C'est par exemple Karl Marx. Marx, dans un livre comme Le Capital et dans toutes ses œuvres où il analyse les sociétés humaines, se prétend tout aussi scientifique que Freud. Et je dirais que ceux qui vont essayer d'appliquer son système, à savoir Lénine, Staline et d'autres, Mao, vont prétendre que le marxisme est scientifique, qu'il ne peut pas être contesté, que c'est une démonstration absolument rigoureuse. Pour lui, le moteur qui fait l'humanité, c'est la lutte des classes, d'une classe qui possède et qui a les richesses pour vivre et bien vivre, pour manger, pour élever sa famille. Et d'autre part, une classe qui est exploitée, qui travaille pour la première et qui, elle, ne peut pas bien vivre, qui loue même ce qui fait son essence fondamentale, ses bras, afin de travailler au service des possédants, qu'il appelle les capitalistes, tandis que la deuxième classe s'appelle, selon lui, les prolétaires. Et donc, perpétuellement, le travail des prolétaires, leur espoir, consiste à se battre pour prendre la place des capitalistes, pour devenir à son tour capitaliste, posséder le capital et pouvoir bien vivre. Donc on pourrait dire que pour Marx, le moteur de l'histoire, c'est finalement la possession de l'argent qui permet, de tout s'acheter, de tout posséder. Et il manifeste à quel point c'est vrai, non seulement au niveau des familles, mais des communautés de travail, mais aussi des États. Toutes les grandes guerres, selon lui, sont des guerres d'accaparement de la part des pays plus puissants, qui veulent s'accaparer des richesses des pays qui sont moins puissants militairement. Évidemment, cette lutte mortelle est source de tous les malheurs, toutes les guerres, toutes les misères, et donc fatalement, au fur et à mesure que les peuples mûrissent, comprennent leur propre nature, eh bien, à un moment donné, une prise de conscience fatalement arrivera et provoquera que la masse de ceux qui sont exploités entrera dans une révolution violente s'il le faut, afin de déposséder les riches qui les exploitent. Pas pour, établir une nouvelle tyrannie, en ce sens que les pauvres deviendraient à leur tour des riches, mais à un moment donné, pour terminer cette lutte mortelle, et pour établir sur Terre, enfin, ce qui correspond à la nature humaine. Mettre fin à l'histoire en établissant le paradis communiste, à savoir, les biens de tout le monde sont mis en commun pour tout le monde, afin que tout le monde puisse vivre. Les malades, comme ceux qui sont en pleine santé et qui travaillent, les vieillards, afin qu'ils aient un revenu, puisqu'ils ont travaillé toute leur vie. Et alors, d'après Karl Marx, cette utopie qui est possible, elle permettra à l'humanité enfin d'atteindre le bonheur, de mettre fin aux guerres, et donc fin à l'histoire, avec toutes ses vicissitudes.
Donc on le voit, pour Karl Marx, le plaisir n'est absolument pas le moteur de l'histoire. À la rigueur, il pourrait dire le bonheur de l'humanité, c'est le moteur de l'histoire, le bonheur de chacun. Mais le plaisir au sens, je dirais, de Sigmund Freud, pour lui, c'est une pensée complètement bourgeoise, qui d'ailleurs sera interdite en Union soviétique. Ce qui est frappant dans les analyses marxistes, c'est que tout arrive à être expliqué en termes de volonté de puissance du capital. Ça veut dire, je citais en introduction, la guerre 14, qui était uniquement faite, dans l'analyse marxiste, de la part de bourgeois capitalistes afin de vendre des armes et de s'enrichir. Donc motivés, toujours pareil, par le grand capital. Évidemment, comme je l'ai indiqué dès l'introduction, cette analyse pose problème. Il est vrai que des familles se sont enrichies, que des gens ont fait leur beurre dans les guerres, et dans la Seconde Guerre mondiale aussi à travers le marché noir. Donc la loi du marché qui fait que ce qui est rare est cher, et que je dois le vendre le plus cher possible, éventuellement pour un morceau de pain, à quelqu'un complètement dans la misère, une maison, pourquoi pas? Il n'y a pas de limite dans ce domaine-là. Donc le capital est un moteur réel, mais est-ce le moteur unique de tout? Ce qui est certain, c'est que lorsque, cette fois de manière pratique, les marxistes essaieront d'établir au XXe siècle cette utopie, cette dictature du prolétariat dans un premier temps, afin d'établir le paradis sur terre et de mettre fin à l'histoire. L'histoire dont ils ne mettront pas fin, puisque leur idée est aussi d'imposer ce bonheur au monde entier, et ils n'y arriveront pas. N'empêche que, là où ce sera établi, loin de procurer un bien-être total, si ce n'est dans les films de propagande, partout dans les pays communistes, une chose arrivera en commun, l'appauvrissement, puis la misère, puis à un moment donné, par réaction de ceux qui croient en cette analyse, la punition stricte envers, je dirais, les ennemis du peuple, les ennemis du social qui sabotent le projet du communisme en ne travaillant pas assez. Cette idéologie, donc l'exaltation d'une idée, l'idée que l'homme s'explique entièrement dans son histoire par le moteur de la lutte entre le capital et ceux qui sont exploités, cette idéologie-là durera 70 ans. Et quelquefois de manière étonnante, puisque des pays seront coupés en deux, par exemple l'Allemagne, la Corée, avec d'un côté le système communiste, le paradis, la possession en commun de tous les biens, et aussi la misère, l'écroulement de l'économie, puis les camps de rééducation pour ceux qui sabotent, et de l'autre côté, un système capitaliste, modéré par des lois sociales, comme par exemple en Allemagne de l'Ouest, où c'est la prospérité, des villes éclairées, la consommation, je dirais, plénière, le bonheur matériel. Donc visiblement, l'expérience montrera, et 100 millions de morts aussi, que ce système a un problème par rapport à l'explication de l'histoire et de la nature humaine. Visiblement, l'homme n'a pas envie de travailler pour la communauté prise comme une abstraction. Et si le salaire tombe quoi qu'il arrive, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il aura plutôt tendance à ne pas travailler, ce qui ruinera le système communiste. Et donc, appuyer sur cette thèse, cette antithèse, ça veut dire ces idéologies qui au XXe siècle ont eu l'air de s'imposer pendant un temps, il faut maintenant rechercher la vérité. Comme je le disais, le moteur de l'histoire, c'est forcément l'homme, l'homme en communauté tel qu'il est. Et donc, dans un regard réaliste, ça veut dire totalement humble devant le réel, ne voulant pas le transformer, exalter une partie, mais le prenant tel qu'il est, l'être humain. Deuxièmement, dans un regard critique, parce qu'on peut se tromper, on n'a jamais arrêté de chercher la vérité, il faut chercher à comprendre quel est le moteur de l'histoire humaine. Eh bien, en fait, si on regarde très concrètement l'être humain, on s'aperçoit que dans sa vie pratique, et puisque le philosophe, le propre de son travail est de ranger, dans sa vie pratique, on peut distinguer 4 niveaux de recherche de certains biens qui lui donnent le bonheur. Le premier niveau
il est fondamental. Il apparaît, je dirais, dès la conception. Et quand l'enfant sort de sa mère, c'est ce niveau-là exclusivement qui s'impose avec une force énorme. Et si l'enfant n'a pas à manger, il pleure. Ce niveau, c'est la vie végétative. Les puéricultrices ne regardent qu'une seule chose pour un nourrisson. C'est le fait que son poids, je dirais, suive la courbe normale de la croissance. Ce premier niveau s'appelle la vie végétative. Elle est en commun en nous avec les plantes. Et donc, la survie individuelle, la survie par le fait qu'on a à manger, c'est ce qu'on appelle un besoin fondamental de l'homme. Lié à cette vie végétative, il y a aussi la reproduction, le fait d'avoir des enfants. Et donc, il faut regarder si dans l'histoire, certaines guerres ou certaines paix, certains comportements humains ont été liés à ce besoin de manger et de se reproduire. Eh bien oui, on en trouvera. Par exemple, tout le néolithique, ça veut dire la mise en place de l'agriculture, comme on peut, et les maladies qui vont avec, et les guerres contre les nomades qui restent dans la nature, qui eux sont toujours chasseurs-cueilleurs, comme au paléolithique. Tout le néolithique, c'est pour survivre. Inventer un système pour survivre, puisque les animaux se font rares. Et les guerres de cette époque-là, de l'époque néolithique jusqu'à l'âge de bronze, sont souvent des guerres de pillage, pour manger, de la part des nomades qui s'attaquent aux sédentaires. Les choses à cette époque-là sont terribles. On voit dans l'archéologie des villes entières qui sont ravagées, brûlées. Il ne survit rien. Et sans doute que les champs qui étaient aux alentours ont été complètement pillés. Le problème, c'est que quand on détruit la poule aux œufs d'or, après, il n'y aura plus de récolte pour l'année suivante. Si bien que ça se transforme, à une certaine époque, plutôt en réseau. On vole, quand la récolte est là, on vole suffisamment pour survivre, mais on laisse suffisamment pour que la ville ou le village puisse lui-même survivre. Pour avoir une idée de cette histoire, il faut trouver des livres qui ont mis par écrit des scènes de cette époque-là. Et ils sont assez rares parce que l'écriture existe peu. Mais la Bible en donne un bon exemple. Par exemple, le livre des Juges manifeste à un moment donné une grande guerre, la guerre des Benjaminites. Elle est loin d'être suscitée par le seul désir de nourriture. Non, c'est une histoire différente, une histoire d'honneur. À savoir, une femme a été violée. Et donc, le mari, qui a récupéré son corps, devant une telle indignité alors qu'il était dans le cadre d'une hospitalité d'une tribu d'Israël, déclare ou fait déclarer la guerre pour que les coupables soient livrés. La tribu qui est responsable de ce crime refuse de livrer les coupables. La guerre est terrible et à la fin, elle aboutira à l'extermination totale de la tribu de Benjamin. Sauf 4 ou 5 hommes qui s'étaient cachés dans la montagne. Et quand les autres tribus se rendent compte que l'une des 12 tribus d'Israël a disparu, parce qu'il n'y a plus de femmes, eh bien ils lanceront une guerre et un réseau pour voler à des peuples nomades du secteur des femmes. Ce qui veut dire qu'en l'occurrence ici, on a un exemple d'une guerre qui va se prolonger pour la reproduction. Un besoin fondamental. C'est quelque chose d'assez rare, mais il y a des exemples. On peut donc dire que dans ce premier degré d'analyse, les besoins de l'homme sont un des moteurs des guerres. Mais pas seulement. Le deuxième niveau de l'homme, parce que l'homme n'est pas seulement dans ses besoins matériels. C'est le niveau qu'on pourrait appeler psychologique. Un niveau qui apparaît chez l'enfant vers l'âge de 2-3 ans. Ça veut dire qu'il est capable de sentiments, il a besoin de tendresse de la part de sa maman, de sécurité de la part de son papa. Et ces besoins sentimentaux ne disparaîtront jamais. D'ailleurs, pour être bien dans ces sentiments, il y a en fait 3 biens qui, sur Terre, universellement, sont considérés comme utiles. Par rapport à son passé, l'homme a besoin d'être valorisé, et donc d'une certaine gloire. Une gloire, une considération par les autres parce qu'il est quelqu'un qui se tient debout. Un être qui est uniquement traité comme un esclave, comme un moins que rien, n'a aucune valorisation de lui-même, et à ce niveau-là, il est mal dans sa peau. Deuxièmement, par rapport à son futur, pour être bien, pour être en sécurité, il lui faut des biens matériels, comme par exemple des greniers contenant des récoltes, mais quand l'argent a été inventé,
des sommes d'argent sécurisent par rapport aux sentiments liés au futur. Et dans son présent, eh bien, un être humain éprouvera un sentiment de bien-être lorsqu'il aura un plaisir raisonnable. Le cerveau, paraît-il, produit des doses de plaisir habituelles par une drogue appelée la dopamine. Et quelqu'un qui en manque est tout le temps mal dans sa peau. Mais il y a des plaisirs quotidiens, comme le fait d'être bien dans sa communauté, situé à sa juste place, de s'amuser avec ses copains, et qui donnent une certaine autonomie, un sentiment d'autonomie dans son présent. Eh bien, on voit qu'au niveau psychologique, le comportement humain peut très bien être parfois finalisé par ces trois choses, qui sont donc la gloire, les plaisirs et l'argent. Ces trois choses qui vont lui donner trois sentiments dans son moi qui vont s'équilibrer, à savoir la valorisation, l'autonomie et un sentiment de sécurité par rapport au futur. C'est donc fondamental dans la vie psychologique de l'homme. C'est aussi fondamental chez les animaux. Est-ce qu'on peut voir chez l'homme des guerres ou des paix ou des comportements dans l'histoire qui sont liés à ces trois sentiments? Eh bien oui, on en trouve comme de juste. Je parlais tout à l'heure de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est un homme qui prend le pouvoir alors que la France est dans un bazar complet suite à la Révolution française. Mais il se révèle un génie de l'organisation et un militaire tellement habile qu'il remporte pendant, je dirais, presque 15 ans, toutes les guerres sur l'Europe. C'est une gloire militaire intense. Il est donc apprécié, mais pas seulement en France. Souvent d'ailleurs la France en a un peu honte, mais dans le monde entier, pour ses beaux uniformes, chamarrés, et pour ses victoires militaires. Ce qui est admiré chez Napoléon, c'est la gloire qu'il donne, je dirais, par son épopée. On sent bien qu'il y a quelque chose là qui est lié à la gloire, effectivement, et Napoléon a aimé la guerre parce qu'elle le valorisait aussi. Ce n'est pas le seul motif, mais certainement que c'est un motif en lui. De même, en conquérant des pays, il s'est accaparé leurs richesses. L'Empire français est devenu très riche à cette époque-là. Donc, à l'occasion de la gloire, venait aussi la richesse. Par contre, il existe certaines femmes qui ont essayé d'influencer cet empereur par le plaisir, afin qu'il fasse la guerre. Je pense à cette Polonaise qui a été sa maîtresse à un certain temps et qui se donnait à lui en voulant l'influencer pour qu'il donne à la Pologne son autonomie par rapport à la Russie. Jamais il n'accepta de se faire influencer par ce plaisir, considérant que le plaisir ne devait pas avoir de rapport avec la politique. On pourrait dire donc que dans l'épopée napoléonienne, tout s'explique par l'argent et la gloire, mais pas par le plaisir, et que donc le plaisir n'intervient pas pour expliquer les guerres, et donc l'histoire, puisque les guerres sont souvent les moteurs de l'histoire. Non, il y a des guerres qui ont été faites par le plaisir de la guerre, et par des nobles qui, s'ennuyant dans leur vie, partaient à la guerre tous les ans pour s'occuper, comme on part à la chasse. Louis XIV lui-même a reconnu dans son testament à la fin, il a dit à son petit-fils qui devait hériter de lui, « J'ai trop aimé la guerre. » Aimer la guerre, à cause de quoi? Eh bien, à cause du plaisir que ça donne de faire la guerre. Mais il a aussi aimé faire de la politique à cause du plaisir de faire de la politique. Donc, le plaisir, effectivement, entre en ligne de compte aussi, ce qui est bien normal, puisque le comportement humain est lié aussi au plaisir quotidien. Et c'est ainsi que, ayant compris, je dirais, ces trois moteurs que je viens d'indiquer, et ayant exalté tel ou tel de ces moteurs, on voit apparaître des lectures de l'histoire idéologiques, ça veut dire qui expliquent tout, soit par la recherche de la gloire, soit par la recherche de l'argent, c'est l'analyse marxiste, soit par la recherche des plaisirs. Est-ce que donc on peut expliquer toutes les guerres napoléoniennes uniquement par là? Eh bien, en fait, c'est absolument, je dirais, idéologique si on ne faisait que cela. Les choses sont bien plus profondes parce que l'être humain ne se réduit pas aux deux premiers degrés que je viens de donner. Le troisième degré dans l'être humain, c'est un degré qui est propre à l'homme.
que l'animal n'a pas. L'homme est capable, par son intelligence, de comprendre le monde, et même éventuellement de le faire évoluer pour qu'il se civilise. L'homme est capable, par sa volonté libre, de faire des choix en fonction du bien et du mal. Eh bien, si on analyse les guerres de Napoléon, il n'y a rien à faire. On est obligé d'admettre aussi que son idée, c'est de répandre sur le monde entier des idées auxquelles il croit, les idées des Lumières, la démocratie. Il se sert de sa puissance militaire et partout où il arrive, les gens l'accueillent parce qu'il apporte cette révolution française. Il fait tomber les privilèges. Il fait voter un code civil. Et ce n'est plus simplement le bon plaisir des rois absolus. Je dirais qu'il ne faut pas négliger cette dimension de l'intelligence et de la volonté dans l'histoire. Elle en fait partie, même si, globalement, on voit que l'être humain est souvent d'abord sensible. Ça veut dire que l'argent, la gloire, sont des moteurs très efficaces. Seulement, nier complètement la dimension spirituelle, eh bien, voire idéologique, c'est ne rien comprendre à certaines guerres du XXe siècle. Par exemple, si on veut comprendre les guerres de Staline, Staline qui essaye, je dirais, d'élargir l'Union soviétique, et qu'on réduit l'analyse à sa recherche de gloire, qui certainement intervient, eh bien on se trompe. Je crois qu'on peut dire, et on le voit par son comportement, qu'il souhaite répandre le communisme dans le monde entier. Il pense que le communisme donnera le bonheur au monde entier, et que donc les ennemis de ce système doivent être éliminés. Et il le fait, efficacement, sans pitié, parce que pour lui, l'idée du bonheur est plus importante que quelques individus qui périront. Il y a donc bien une analyse intellectuelle chez quelqu'un comme Staline. Mais si on analyse aussi, à la même époque, les actions américaines, par exemple dans la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr, on pourra dire avec raison que à chaque fois qu'ils ont libéré des peuples, c'est pour faire du commerce et qu'ils se sont enrichis après. Donc l'argent était un moteur de leur guerre. Les marxistes vont dire l'argent était le seul moteur de leur guerre. Non, ce n'est pas le seul moteur de leur guerre. Visiblement, il y a chez eux autre chose. Il y a une idée de la liberté, une idée pensée par leur intelligence et voulue appliquée au peuple par leur volonté. Ils pensent que, en apportant au peuple la liberté, ils leur apporteront le bonheur et que d'autre part, par surcroît, on pourra davantage commercer avec eux, ce qui apportera de l'argent, ce qui ne peut nuire à personne. Quelle est la finalité des Américains? L'argent ou la liberté? Ça dépend des analyses. Ceux qui les aiment diront c'est d'abord la liberté et par surcroît le commerce. Et ceux qui les détestent diront c'est d'abord le commerce et pour mieux commercer, ils imposent, y compris par les armes, la liberté. À chacun de se faire une idée en observant l'histoire. Mais l'essentiel ici, pour cette dissertation, c'est qu'on le voit. Il ne faut pas négliger en histoire les valeurs spirituelles et morales. Dans les guerres du troisième millénaire, en 2015 je fais cette vidéo, il y a eu des gens pour analyser toute l'histoire des guerres américaines par la recherche du pétrole. Et ils arrivent à tout justifier, y compris éventuellement la guerre au Kosovo où il n'y a pas de pétrole, donc l'aide à un petit peuple qui subit, je dirais, une purification ethnique de la part des Serbes, par le pétrole en se disant, eh bien, ils voulaient se faire bien voir des pays arabes qui possèdent le pétrole et donc, etc. En réalité, lorsqu'on regarde bien les choses, c'est plus complexe que ça. En effet, pour avoir du pétrole, ce n'est pas la guerre qui permet de l'avoir, mais c'est au contraire la paix, la libre circulation. À la rigueur, si on considère la guerre en Irak, on pourra dire Saddam Hussein s'était emparé du Koweït, donc d'un pays pétrolier, il fallait l'arrêter, il allait s'attaquer ensuite à l'Arabie Saoudite. Le pétrole, effectivement, était en jeu. Cependant, George Bush, le père, s'arrête. Il ne conquiert pas l'Irak, il laisse au pouvoir Saddam Hussein. Parce qu'il estime que c'est un tyran peut-être, mais qu'il stabilise des peuples dont l'état moral est assez primitif. Donc il ne va pas plus loin et l'analyse peut se faire par le pétrole. Cependant, quand son fils, George Bush Jr., attaque de nouveau l'Irak, et cette fois détruit Saddam Hussein, il le dit,
Mon idée, c'est que je vais imposer par les armes la liberté, la démocratie. Son peuple en a besoin. Et ainsi, d'étape en étape, comme par domino, eh bien les autres peuples d'alentour entreront dans la démocratie. George Bush se sert de l'histoire, parce que déjà 2 fois dans le monde, on a pu imposer par les armes à un peuple guerrier la démocratie. Le Japon en 1945 et l'Allemagne en 1945. Évidemment, ça ne marchera pas. Et donc certains ont dit c'était pour posséder le pétrole. En réalité, je pense que non. Le pétrole aurait été tout simplement possédé si le pays avait été maintenu, je dirais, dans une stricte tenue des menaces, mais pas plus que cela. En provoquant le bazar en Irak, il y a eu moins de pétrole et les États-Unis, à ce moment-là, ont développé le gaz de schiste chez eux qui leur a permis d'être autonomes au point de vue pétrolier. Alors on pourrait multiplier les exemples où cette dimension morale intervient et qu'elle n'est pas simplement de la poudre aux yeux pour les peuples pour qu'ils acceptent une guerre. Parce que l'être humain a une dimension morale. Pour bien comprendre cette dimension, et qu'elle intervient donc au niveau politique, je donnais un exemple à mes élèves qui me contredisaient là-dessus en me disant « mais non, tout se fait pour l'argent ». Je leur disais « imagine que tu sois amoureux », c'était un garçon qui me parlait, d'une jeune fille. Évidemment, tu l'aimes que pour elle-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu veux son bonheur. Cependant, quand tu regardes profondément ton comportement, le fait qu'elle a de l'argent et aussi qu'elle est physiquement magnifique t'intéresse et quelquefois t'intéresse au plus haut point que tu l'as choisie elle. Seulement, quand tu regardes ton comportement complet, est-ce que tu peux le réduire uniquement, si tu veux l'épouser, au fait qu'elle est physiquement belle ou qu'elle a de l'argent? Il y a des hommes qui travaillent pour cela, effectivement. Mais si tu es un être normal, moral, en réalité tu l'épouses pour elle, parce que tu l'aimes, et par surcroît, tu estimes pouvoir trouver beaucoup de plaisir et beaucoup de sécurité par son argent. Au fur et à mesure que la maturité viendra, ta femme perdra sa beauté, quelquefois aussi son argent. Mais si tu es un être moral, alors tu resteras avec elle, parce que tu t'es engagé dans l'honneur, et que ta droiture fait que jamais tu n'abandonnes celle à qui tu as fait des promesses. Si par contre, la finalité de ta vie est d'abord son argent et sa beauté physique, alors, à un moment donné, tu l'abandonneras pour une plus jeune, pour une plus riche. Eh bien, c'est de la même façon que fonctionnent les êtres humains, et les hommes politiques aussi. Il y en a de moraux, il y en a de vénaux, et, je dirais, l'histoire est faite de cela. Alors, je parlais tout à l'heure d'une 4e dimension. Cette 4e dimension, en Europe occidentale, on essaie de la négliger en disant qu'elle est inutile, secondaire. C'est la dimension du sens ultime que l'homme donne à sa vie. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Est-ce que cette vie a un sens? Est-ce que je viens du néant et que je retourne au néant et donc que tout est vain? Ou est-ce que je viens de l'intention de quelqu'un qui m'a créé et que, de l'autre côté, il y a un jugement dernier, selon la morale que j'aurais utilisée? L'Europe a voulu complètement faire disparaître cette dimension et parfois a voulu même imposer aux autres peuples, d'autres cultures, cette, je dirais, cette façon de se débarrasser, de mettre dans le domaine privé et même quelquefois dans le domaine anéanti la dimension de la sagesse. Eh bien, en ce début de XXIe siècle, on peut dire que cette dimension est revenue en Europe violemment par d'autres peuples qui, furieux qu'on exalte l'homme et qu'on les force à exalter l'homme tout seul, sans cette dimension du sens de la vie, on finit par réaction, par exalter Dieu et Dieu seul, quitte à écraser l'homme. Cette guerre religieuse qui se prépare, eh bien, on voit qu'elle fait aussi l'histoire. Certains ont prétendu que toutes les guerres étaient religieuses et que la religion était donc profondément nuisible à l'être humain, puisque toutes les guerres sans exception avaient été faites pour ce motif. J'ai posé plusieurs fois la question à certains de mes élèves et ils me répondaient unanimement « Oui, la plupart des guerres viennent de la religion ». En réalité, pour analyser les choses très précisément, si on pense que la plupart des guerres viennent des religions, c'est parce que les guerres d'origine religieuse marquent psychologiquement 100 fois plus que les guerres d'origine politique.
C'est un peu comme quand il y a un prêtre pédophile, à lui tout seul, il a plus d'impact que 3000 pères de famille pédophiles. Eh bien, en fait, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que des guerres religieuses, il y en a eu quelques-unes, mais pas nombreuses. Il y a eu la guerre des Juifs contre les Grecs, donc en 200 et quelques avant Jésus-Christ, la guerre des Maccabées racontée par la Bible. Il y a eu la guerre des Juifs contre les Romains, donc en 70 après Jésus-Christ. Il y a eu les guerres de religion, de conquête de l'islam et de reconquête du christianisme. Et puis il y a eu les guerres de religion entre chrétiens en Europe au XVIe siècle. Il semble que, à partir de 2001, on est en face d'une nouvelle guerre de religion qui se prépare. Mais pour le moment, lorsqu'on regarde toutes les guerres religieuses de l'histoire, on s'aperçoit qu'elles ont fait, dans un chiffre difficile à estimer, mais qu'elles ont fait factuellement peut-être au moins 100 fois moins de morts pour le moment que les guerres d'origine politique. Par exemple, la guerre froide, qui fait 100 millions de morts avec le communisme, est une guerre politique. La Seconde Guerre mondiale, Hitler, qui fait 50 millions de morts, est une guerre politique. C'est l'Allemagne comme race qui veut s'imposer au-dessus de toutes les autres races. La Première Guerre mondiale est une guerre politique. C'est l'Europe qui se considère chacun comme les nations les plus intelligentes du monde et qui veulent imposer leur gloire aux autres nations. De même, les guerres napoléoniennes sont des guerres politiques. Conquérir l'Europe, laisser sa place à la grandeur de la France, imposer des valeurs de démocratie politique au reste du monde, elles font environ 5 millions de morts. Lorsqu'on regarde les guerres puniques, par exemple à l'époque des Romains, ce sont des guerres politiques. La guerre d'Alexandre le Grand contre l'Empire perse, c'est une question de puissance, là encore c'est politique. Et donc, toutes les guerres antiques, sauf quelques-unes que j'ai indiquées, sont des guerres liées à la gloire, à la possession de terres, à la possession de richesses. Est-ce à dire que la religion n'a rien à voir avec les guerres? Bien sûr que si, elle a à voir. Surtout quand quelqu'un veut imposer sa religion à un autre, ou au contraire, lorsque quelqu'un se croit, se sent, je dirais, écrasé dans ce qui fait sa racine, sa culture profonde, à savoir sa religion. Donc je pense qu'à partir de 2001, cette guerre qui semble se préparer est une guerre religieuse. Une guerre religieuse qui n'a pas qu'un motif, je dirais, religieux, à savoir étendre dans le monde entier l'islam. Il y a aussi, chez la plupart des musulmans, une vraie souffrance par rapport au mépris qu'il y a pour leurs racines culturelles. Mais pour ceux qui sont les moudjahidines, c'est-à-dire les combattants, les djihadistes, l'idée est véritablement de s'appuyer sur des prophéties du Coran, de provoquer une guerre, de combattre le monde entier pour imposer l'islam. L'islam, ça veut dire la soumission à Dieu comme unique pensée au monde entier. Il y a bien là donc un motif religieux. Alors on pourra me reprocher, arrivé au terme de cette partie, d'avoir regardé surtout la guerre. Oui, parce que la guerre, c'est ce qui est le plus facile à regarder. Mais si je regarde la paix, je peux faire exactement les mêmes analyses. Manger, élever sa famille, être bien dans ses sentiments psychologiques, les valeurs morales et garder sa religion, le sens profond de sa vie. Ce sont les 4 motifs qui font la paix des hommes. L'Europe, actuellement, croit que le 4e motif, on peut s'en passer. Mais ces paysages entiers manifestent que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être qui durera peu, puisque chaque ville, chaque village a au centre un bâtiment plus grandiose que les autres, plus élevé que les autres, l'église, la cathédrale. Un blanc manteau de cathédrale sur toute l'Europe, qui manifeste comment les ancêtres de ce peuple qui actuellement vit sur l'Europe mettaient à la religion une place centrale au milieu des villes et des villages. Le propre du philosophe, c'est de ne jamais entrer dans une idéologie. L'idéologie consisterait à prendre une des dimensions que j'ai développées, à la mettre en avant et de prétendre expliquer toute l'histoire par cette dimension. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ce n'est pas le plaisir le seul moteur de l'histoire, qu'il est même assez rare que le plaisir soit le moteur de l'histoire. Par contre, à chaque fois, dans toutes les guerres que j'ai décrites et les paix,
Il y a quelque chose qui motive le cœur humain, plus que le plaisir, c'est le bonheur. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il estime qu'il y trouvera le bonheur, une façon d'être bien dans sa peau. Et si on identifie le bonheur à un plaisir, alors on pourra dire oui, tout ce que fait l'homme, y compris l'histoire, est en vue du bonheur. C'est pourquoi, si le sujet de cette dissertation avait été « Est-ce que le bonheur est le moteur de l'histoire ?», probablement que j'aurais répondu tout à fait différemment. J'aurais répondu oui, parce que le bonheur, c'est de toute façon la motivation ultime de tous les actes humains posés librement. Quoi qu'on fasse, on le fait en vue d'être bien dans sa peau. C'est fondamental, c'est programmé, ce n'est pas choisi, c'est comme ça qu'on est fait. Seulement, chaque être humain met le bonheur dans quelque chose ou dans quelque chose d'autre, et selon qu'un roi ou un autre arrive au pouvoir, eh bien, sa paix ou sa guerre sera parfois pour se nourrir, parfois pour le plaisir, parfois pour l'argent, parfois pour la gloire, parfois pour la morale, et parfois pour répandre un sens de la vie dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle la guerre sainte. Espérons que la guerre sainte ne reviendra pas, je dirais, mettre le mal dans le monde en ce XXIe siècle.